Je vais aborder dans cette dernière démonstration un point sur le mapping objet relationnel. Il y a pas mal de questions qui tournent autour de cette technologie. Euh, vous en avez peut-être déjà pas mal entendu parler dans la littérature, dans les journaux, sur pas mal de sites web, d'architecture ou autres, sur différents forums. C'est une discussion qui est très à la mode et très récurrente. Donc je vais essayer dans un premier temps de vous en faire une première définition. Le but est d'offrir une correspondance entre les données qui sont stockées en base, en relationnel, et les classes persistantes d'un modèle objet. Le problème, c'est qu'il y a des différences de conception entre ces deux modèles, qui sont tout à fait naturelles. Par exemple, des différences entre les entités, ne serait-ce. Par exemple, en base de données, vous allez avoir qu'une seule table qui sera à la fois capable de stocker des prospects et puis des clients s'ils deviennent, avec un champ qui s'appellerait type, par exemple. Si vaut 0, c'est un prospect, si vaut 1, c'est un client. Alors que du côté objet, vous aurez deux objets, avec peut-être un héritage entre les deux, une classe prospect et puis une classe client. Du coup, les relations sont un petit peu différentes entre les deux modèles. En effet, il peut y avoir plus de relations ou moins de relations dans un ou l'autre des modèles. Du coup, les cardinalités changent également. Et puis même ne serait-ce que le nommage. Vous avez des colonnes qui sont peut-être marquées en majuscules avec des underscores en base de données et qui utilisent une autre nomenclature en objet. Donc finalement, on s'aperçoit que ces deux modèles, bien que traitant de la même problématique, offrent des conceptions et des approches qui sont, même si elles sont ressemblantes, pas tout à fait identiques, et qui font en tout cas que ça ne colle pas facilement et directement. Donc les solutions de mapping objet relationnel tentent justement de résoudre cette problématique d'une multitude de manières. Alors, le pur mapping objet relationnel ne requiert aucun prérequis, ni pour l'une des conceptions, ni pour l'autre, euh, quant à la réalisation. Donc, en gros, ça vous fait une promesse assez riche de vous dire, quel que soit le schéma que vous avez défini pour votre base et celui que vous avez défini pour vos objets, eh bien l'outil de mapping va vous permettre de recréer les éventuelles transformations, les renommages, les transtypages éventuels, afin que justement ces deux mondes-là puissent communiquer parfaitement. Alors, avec une vue un peu plus pragmatique, de nombreuses solutions ont pris le parti pris de se baser soit sur la base, soit sur les objets. En effet, dans la réalité, le but est toujours d'arriver à plus de productivité, et l'idée c'est bien sûr de ne pas faire deux conceptions. L'idée est par exemple, se dire, je vais accompagner ma conception base de données d'informations de mapping. Je vais faire entièrement ma conception côté base de données, et puis à côté de mes métadonnées de mon schéma, je vais associer des informations de mapping objet. C'est-à-dire que je vais dire, par exemple, à côté de telle table, telle colonne, je vais lui associer, lui dire, toi, tu iras stocker ta valeur dans tel objet, telle propriété. Une fois que ces informations sont entièrement définies, je peux imaginer dans ma phase de développement un générateur que je fasse tourner, donc dans le développement, c'est pas un générateur qui tournera à l'exécution, faire tourner un générateur qui me génère le code de mes objets, qui deviennent des accesseurs, donc idéaux pour, euh, pour accéder à mes données. Première idée. Une deuxième idée, c'est de faire l'inverse, de faire entièrement la conception des objets de faire entièrement la conception pardon, côté objet, et d'accompagner cette conception d'informations de mapping. En gros, ici, devant chaque classe, chaque propriété, je lui associerai une colonne côté base de données. Une fois ceci fait, je peux imaginer un générateur qui me génère le schéma d'une base persistante qui permet de stocker au mieux mon modèle objet. Voilà. Donc ici, je n'ai pas eu envie, en tout cas dans ce tour, de vous montrer de solutions existantes du marché. J'ai envie, on est là pour voir du code, on est là pour voir comment fonctionne .NET. Donc j'ai fait une
une petite approche de code qui va tenter de vous montrer ce que pourraient être les briques de base d'un modèle d'outils de mapping objet relationnel. Alors, on va revoir la problématique depuis le début. J'ai une classe client. Une classe client relativement classique qui contient quoi? Ben, qui contient un certain nombre de données membres, des propriétés d'accès associées pour l'ensemble de ces données membres, et puis c'est tout. C'est tout, et un constructeur qui me permet justement de créer, de charger mon objet client depuis la base de données. Pour faire ceci, eh bien, donc moi j'ai symbolisé ici ma base de données par un data row, donc ce sont les lignes qui sont contenues dans la collection de rows d'un data table. Et puis ici, bah, comment je ferai à la main, hein, mon mapping, c'est ce qu'on fait par code quand on n'a pas d'outils de ce genre. Et bien, je code à la main mon constructeur. Ici, bah, typiquement, ce nom de colonne appartient bien au modèle, au monde de la base de données, enfin symboliquement en tout cas dans mon application. Et puis, je récupère sa valeur et je la mets ici dans une donnée membre. Voilà. J'aimerais me passer de ce constructeur, une fois pour toutes, de créer un constructeur d'objets qui soit générique, ce qu'on appelle une class factory, et de pouvoir le faire automatiquement, quelles que soient ici les données membres à générer. Alors comment je pourrais faire ça? Ici j'ai créé une deuxième classe client MP, donc client mapping, qui est en effet un constructeur vide. Donc là je n'aurai pas à prendre mes petites mains pour faire le code qui soit spécifique au chargement de cette classe. Ici c'est la même classe, les mêmes propriétés, les mêmes accesseurs. Par contre ici, j'ai préfixé l'ensemble de ces propriétés par des attributs de type field mapping. Ces attributs, on en a vu un tout à l'heure qui s'appelait webMethod. Ces attributs sont des entités du langage .NET que vous pouvez manipuler. Et ici, le but de ces attributs-là est d'enrichir la définition d'éléments du langage que sont les propriétés. Donc en effet ces propriétés-là, mon idée c'est de leur dire dans quelle colonne de base de données il faut qu'elles aillent rechercher leurs données. Donc tout simplement ici j'aurais besoin d'un attribut, donc c'est comme un poinçon, hein, je flag en réalité cette propriété-là, customer ID, je la flag ici, et sur ce flag j'ai la possibilité de mettre une chaîne de caractères pour spécifier la valeur de mon flag. Ce field mapping ici, comment j'ai fait pour le créer? Là, je vais inclure dans mon projet à nouveau. Pour créer votre propre attribut, donc ce qu'on appelle des custom attributes, il vous suffit de dériver la classe attribut. C'est tout. Le reste est très simple. Vous créez votre constructeur. Moi, je veux stocker une chaîne de caractères qui symbolise ma colonne en base de données. Cette colonne, je veux la stocker dans une donnée membre. Donc je crée ma donnée membre, je l'affecte dans le constructeur, et si jamais je veux la relire après instantiation, j'ai fait ici, juste en lecture avec un get, une propriété fieldName. Voilà, c'est tout. Ceci est un attribut. À partir du moment où je le compile, je peux préfixer ici entre crochets n'importe quel élément de mon langage. En l'occurrence ici, des propriétés. Mon but est toujours donc de créer ma class factory, c'est-à-dire une méthode qui puisse créer dynamiquement mes objets. Alors là, on va utiliser très largement les fonctionnalités de réflexion qu'on a en .NET. La réflexion, c'est la possibilité d'introspecter les types qui sont contenus dans mon code. Les types, si vous voyez ce que représentent des métadonnées dans un moteur de base de données, eh bien, la réflexion, ce sont les métadonnées du code. Donc la définition du code, on va manipuler en tant que valeur des éléments de type. Donc c'est pas du code qu'on fait tous les jours, auquel vous êtes forcément habitué, mais il y a que, allez, une dizaine de lignes à voir, donc c'est pas si compliqué. Donc je vais faire une méthode qui s'appelle createObject. L'idée, je vous le rappelle encore une fois, c'est de refaire de manière générique le code de ce constructeur-là. Ce constructeur, il prend un data row en entrée et il renvoie un objet client instancié. Moi, ce que je vais faire ici, je vais prendre un data row en entrée et je vais renvoyer un objet, mais générique. Donc comme je ne sais pas encore, comme je veux qu'il soit capable à la fois de renvoyer aussi bien des clients que des produits ou des commandes, je vais renvoyer object. Également,
comment lui définir quel est le type attendu? Eh bien ici, je rajoute un paramètre de type type, que j'appelle classType. Le constructeur, de par sa définition, construit l'instance. Moi ici, il faut que je fasse le new moi-même. Pour créer l'instance, comment faire? J'appelle une méthode qui s'appelle activator.createInstance, qui, en l'échange d'un type, me crée un objet. Donc ici, si classType vaut client, eh bien cette ligne-là fait un new client, tout simplement. Si classType au second appel vaut product, cette ligne-là fait un new product. Voilà. Et je récupère l'instance ici dans ma variable O. Ensuite, toujours depuis classType, dans les métadonnées, j'appelle la méthode getProperties. Cette méthode me renvoie l'ensemble des propriétés de l'objet du type que j'ai passé. Donc, pour cet objet-là, par exemple, si je lui donne client MP, ça va me renvoyer Customer ID, Company Name, Contact Name, mais l'ensemble de la définition. Donc, je peux savoir aussi bien son nom que le type retourné, que la portée également de cette donnée. Ça me renvoie l'ensemble dans quoi? Eh bien, tout simplement dans un tableau de property info. Je vais faire un for each sur ce tableau. Pour chacune des property info qui est contenue dans ce tableau, alors je vais rechercher ces custom attributes. Custom attributes ici. Les custom attributes, donc une à une, je suis en train de parcourir dans mon for each, je vais me placer sur chacune de ces propriétés et je vais rechercher quels sont les éventuels custom attributes qui préfixent la propriété contact name, enfin chacune des propriétés. Évidemment, je peux en avoir plusieurs ici qui préfixent. Je peux avoir web method, field mapping, plusieurs fois field mapping, etc. Donc ici, quand je lui demande get custom attributes, et qui va me renvoyer un tableau d'attributs, un tableau d'objets. Pour l'aider, je vais affecter un filtre. Je vais lui dire que moi, il n'y a que les attributs de type field mapping qui m'intéressent. Si jamais ce tableau est non vide, c'est-à-dire s'il en a au moins trouvé un, c'est ce qui m'intéresse, sinon je ne fais rien, alors mon attribut, donc je vais considérer uniquement utiliser le premier, le 0, je le transtype en field mapping attribute, et là j'ai enfin réussi à retrouver l'instance de cet objet-là qui préfixe contact name. Une fois placé dessus, et une fois transtypé, j'accède à field name, qui me renvoie, on l'a enfin trouvé, le nom côté base de données qui est associé à cette propriété .NET. Je me retrouve donc ici avec ce nom-là, je le stocke dans une variable, temporairement ici, et puis, je n'ai plus qu'à faire, au niveau de mon constructeur ici, maintenant, j'ai plus qu'à construire cette ligne-là, et de boucler pour initialiser de manière automatique dans ma class factory l'ensemble de mes lignes de données. Je retourne sur ma class factory. Ici, donc, dans ma ligne de données, j'accède à la table, j'accède aux colonnes, et je recherche parmi les colonnes celle qui est identifiée par le field name. Je trouve son index. Si jamais, ici, bien sûr, j'ai tapé un nom de colonne qui n'existe pas, ben, il ne va pas le trouver en recherchant parmi les colonnes de la table, ça me renverra -1. Donc je teste avec le if si je suis bien différent de -1, auquel cas, il faut que je fasse mon égal, la propriété sur laquelle je suis déjà placé, j'appelle sa méthode setValue, pour l'instance O que j'ai créée tout au début, et je lui donne quelle valeur? Eh bien row de index, c'est-à-dire ma donnée, dans la colonne index, dans ma source de données initiale. Et cette ligne-là fait l'équivalent ici du égal. En bouclant, je vais arriver à faire l'ensemble des affectations de mes propriétés. Et je retourne l'objet. Alors, en démo, ça donne quoi? Bien, ici, du côté de mon application Windows. Alors, je pense qu'il faut que je compile au moins une fois ma librairie. Voilà, ça y est, elle est compilée. Dans mes clients ici, je vais insérer une ligne que je vais appeler chargé objet. Et dans cette ligne-là, je vais essayer de créer un client de manière générique, c'est-à-dire en utilisant ma class factory. Donc mpClassFactory.createObject. Quel est le type d'objet que je veux créer?
c'est un client MP. D'accord? Quelle est ma ligne de données? Donc là, je vais la symboliser dans mon dataset. On pourrait faire plus direct avec la base. Hein. Dans ma table Customers, je vais prendre la ligne 0. Voilà. Donc ça, normalement, ça me renvoie un client MP instancié. Comme ça renvoie un object, il faut que je transtype ici avec client MP. Voilà. Donc là, en une ligne, de manière générique, j'ai créé un client MP, et demain, je peux créer avec la même logique une commande ou un produit. Client, point. Donc là, je retrouve mon objet client, hein, là c'est l'objet classique. Et normalement, company name, bien que je n'ai pas codé de égal ici, est déjà renseigné. Je vais vérifier ça tout de suite. Messagebox.show. J'affiche le client.companyname. J'exécute. Donc je charge initialement mon dataset. Et normalement, quand j'appelle charger objet, je vois que la propriété de mon objet est bien initialisée. Je vais rendre ça un petit peu plus visuel. Toujours dans ma class factory, j'ai fait une autre méthode statique qui s'appelle createCollection, qui a quasiment le même prototype, class type, mais qui passe une table entière et qui va me renvoyer non pas un seul objet, mais une collection d'objets. Là, le code est relativement simple. Je boucle ici, donc je crée ma liste, et je boucle sur l'ensemble des lignes de ma table. Et pour chaque ligne, j'appelle le createObject qu'on vient de voir ensemble. Je lui fournis le type attendu, la ligne de données, en échange de quoi il me crée l'objet, comme ce qu'on vient de voir, et je l'ajoute à ma liste. À la fin, quand j'ai fini de boucler, je renvoie ma liste d'objets. À l'utilisation, MP class factory, toujours, point, create collection, type of de client MP toujours. Et ici, au lieu de passer ma ligne de données, je lui donne ma table entière, des customers. Ça me renvoie quoi? Une liste d'objets, un ArrayList, donc d'objets qui sont déjà configurés. Je vous avais dit dans la partie binding que le binding de .NET était capable de s'attacher à tout type de données, toute collection. Pour le moment, on a montré, nous, que l'attachement à des datasets. Eh bien, je vais vous montrer ici que je vais rajouter un data grid. Alors là, j'ai plus de place, excusez-moi pour l'inspiration. Je vais le placer carrément au milieu de ma fiche. Un data grid 4 et quelque chose qui est un petit peu moins courant, datagrid 4.datasource égale, je vais lui donner non pas un dataset, mais une collection d'objets, liste. Et là, vous allez voir que le binding de .NET, lorsqu'il détecte que la source n'est pas un dataset, en tout cas, si je charge mes objets, là j'ai mon premier message box, et bien l'ensemble, il n'a aucun problème pour les afficher, l'ensemble de mes propriétés publiques de mon objet devient des colonnes. Et là, il m'affiche dans une grille, et vous vous souvenez que dans mon select, j'avais que 3 colonnes de chargées, eh bien je vois que ces 3 colonnes ici, enfin les trois propriétés de l'ensemble de mes objets sont correctement initialisées avec les données que j'avais dans mon dataset. Donc voilà comment construire de manière générique, grâce à une première approche de type de mapping objet relationnel et de class factory, comment construire dynamiquement des objets et des collections depuis la base de données.